Vraie voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Scène de liesse à Gaza, Israël et le Hamas ont accepté mercredi un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages, ce qui met un terme à 15 mois de guerre meurtrière sur le territoire palestinien. Les chefs d'État et de gouvernement du monde entier ont réagi, à l'image du président français. Après 15 mois de calvaire injustifiable, soulagement immense pour les Gazaouis. Espoir pour les otages et leurs familles. Cette joie, elle est quand même teintée de crainte puisque les Palestiniens ont espéré que le cessez-le-feu allait être immédiat. Or, il ne débutera que dimanche prochain. Il y a des ministres qui se sont très clairement prononcés contre cet accord de cessez-le-feu. En premier lieu, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, qui a même admis dans un post X avoir à plusieurs reprises torpillé ces projets d'accord au cours des 8 derniers mois. L'accord entre Israël et le Hamas négocié au Qatar prévoit, outre un arrêt des hostilités, mais aussi la libération de 33 otages israéliens et d'un millier de prisonniers palestiniens. Alors parlons vrai, qui est en position de force dans ce cessez-le-feu, Israël ou le Hamas? Et à cette question, un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas peut-il durer? Vous dites non à 84%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Julien Baloul, est avec nous, ancien porte-parole réserviste de Tsahal, l'armée israélienne, et ancien journaliste télé-israélien. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Je n'aurais pas l'impudence face à une telle tragédie internationale de prétendre en savoir plus que notre ami israélien, bien sûr. Mais en ce qui me concerne, précisément à cause de cette modestie, je ne peux pas ne pas me réjouir d'un cessez-le-feu, malgré ses limites et malgré peut-être ses insuffisances, à supposer qu'il soit validé par le gouvernement israélien. Mais je compte précisément sur la vigilance israélienne qui a quasiment éradiqué militairement le Hamas pour vérifier les conditions dans lesquelles ce cessez-le-feu pourra être obtenu, parce qu'il représente en lui-même une chance tout de même, aussi partielle que soit cette accalmie. François de Rugy. Oui, moi je souscris aussi à ce que vient de dire Philippe Bilger. Il faut rester modeste par rapport à cette situation. Je trouve qu'il y a trop de gens en France, d'ailleurs trop de responsables politiques qui expliquent matin et midi et soir ce qu'il faut faire pour régler, selon eux, le conflit israélo-palestinien, comme si c'était quelque chose de facile, comme si la France avait un poids particulier pour régler tout ça. C'est d'abord les partis en présence qui doivent le faire. Si cet accord est confirmé et validé, ce qui n'est pas encore sûr, moi, je considère que ce serait quand même une petite lueur d'espoir après plus de 15 mois de guerre. Après l'attaque, il ne faut jamais oublier l'origine. C'est l'attaque du Hamas en Israël qui a fait, je crois, plus de 1000 morts, qui a conduit à des atrocités, à des otages. C'était jamais arrivé depuis le début de l'histoire de l'État d'Israël, jamais arrivé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste. Donc c'était un événement majeur. Le gouvernement israélien a évidemment riposté, c'était logique. Maintenant, il y a aussi des otages dont on sait qu'ils ne peuvent être libérés que s'il y a un échange au minimum de prisonniers. Comme souvent, d'ailleurs, le gouvernement israélien accepte potentiellement de libérer beaucoup plus de prisonniers palestiniens qu'il n'aura en retour de libération d'otages ou de prisonniers israéliens. Donc, si jamais cet accord pouvait être mis en œuvre, je crois que ce serait une bonne chose. Éric Revel. D'abord, je voudrais penser aux familles des otages en Israël qui continuent de subir une pression, une torture psychologique absolument hallucinante, parce que parmi le nombre d'otages qui restent, on ne sait pas ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Donc, il faut penser à ça. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et c'est la question que je voulais poser à notre invité, c'est que Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a déclaré que d'après les renseignements américains, il y avait presque autant de militants du Hamas, du groupe terroriste Hamas, sur place maintenant qu'il y en avait avant le début du conflit il y a 15 mois. Donc c'est évidemment une guerre sans fin. Au-delà de la trêve, est-ce que vous pensez qu'il y aura une issue à ces atrocités? Julien Baloul.
Alors, il y a plusieurs sujets qui ont été abordés. Tout d'abord, sur la dernière question, à savoir l'état des forces sur le terrain. Il y a d'abord des signes qui ne nous trompent pas. Le Hamas aujourd'hui n'est plus en état de commettre l'attaque, une attaque similaire au 7 octobre. Il n'y a quasiment plus aucun tir de missile depuis la bande de Gaza. Le Hamas militairement est presque entièrement détruit. Moi, ce qui m'inquiète par contre, en tant qu'Israélien, c'est évidemment la gestion de l'après. Qui va gérer la bande de Gaza? Est-ce qu'il y aura une force internationale? Est-ce qu'il va y avoir un gouvernement civil, quelque chose d'autre? Parce que si c'est pour redonner la bande de Gaza demain au Hamas, alors tout ça pour ça, dans 5 ans, on revient à la case départ et on recommence. Donc ça, ça va vraiment être un gâchis. Maintenant, sur les chances de parvenir à un accord, on a entendu dans votre reportage l'opposition de ministres d'extrême droite en Israël. L'opposition a déjà prévenu le gouvernement qu'il lui accorderait un filet de sécurité pour permettre à l'accord de passer dans tous les cas. Toutefois, il ne faut pas oublier une chose, parce que ça n'a pas été mentionné jusqu'à présent, c'est que encore jusqu'à ce matin, c'est le Hamas qui durcit les conditions, qui ne cesse de rajouter des conditions de dernière minute, de renégocier le deal. Et c'est le Hamas qui a rejeté toutes les offres de cessez-le-feu pendant 15 mois. Il ne faut pas oublier aussi cette partie. Israël, c'est un pays démocratique avec des ministres qui peuvent être pour, qui peuvent être contre, mais c'est un pays démocratique. En face, on est une organisation islamiste terroriste qui plus est disloquée, monstrueuse, sanguinaire, et qui ne respecte pas, si vous voulez, les mêmes règles de jeu que nous, avec pas la même logique que nous, j'ai envie de dire. Donc il ne faut pas oublier qu'on négocie avec des personnes qui sont particulièrement atroces. François de Rugy. Oui, je pense que ce rappel, en effet, est très utile parce que on imagine que c'est une négociation entre gens qui se font la guerre comme si c'était 2 États. Or, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et même si c'est parrainé par d'autres pays comme l'Égypte, comme le Qatar, qui développent beaucoup de diplomatie depuis maintenant longtemps pour essayer d'arriver à ça, que les États-Unis sont évidemment aussi indirectement impliqués, ça ne suffit pas forcément à ce que cet accord soit validé des 2 côtés et à ce qu'il soit ensuite respecté. Julien Baloul, est-ce qu'il va y avoir un gros changement avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche dans 4 jours maintenant? C'est la question que tout le monde se pose et que beaucoup de médias... C'est pour ça qu'on vous la pose. C'est bien légitime. J'ai envie de vous dire, le fait que l'accord ait lieu maintenant, c'est déjà un signe. Et il y a eu un communiqué de presse de Netanyahou hier. Alors, je ne sais pas s'il était déjà en train de créer de bonnes relations. Je ne sais pas si c'est Biden ou Trump, parce que visiblement tout le monde voilà. Dans le communiqué de Netanyahou, il y avait 2 tiers sur Trump et 1 tiers sur Biden. Et à la fin, le dernier paragraphe disait « Et merci aussi à Biden ». C'était limite gênant, parce que tout de même, il ne faut pas non plus mépriser tout le travail qui a été fait par l'administration Biden. Mais clairement, il y a un effet Trump et on le savait qu'à l'approche de l'arrivée de Trump, les choses allaient s'accélérer. Moi, il m'arrivait de parler avec des diplomates, même français, en position dans la région, qui me disaient de façon simple, janvier 2025, basta, fini. Donc on savait qu'il y avait cet horizon. Pourquoi Israël est prêt aussi à accepter ce genre de pression? C'est parce que déjà, militairement, le Hamas est détruit. Le Hezbollah est disloqué au nord, ils vont se reformer. Et la Syrie est tombée. Et en fait, aujourd'hui, le focus, c'est l'Iran. Le Yémen, la communauté internationale entière s'en occupe, donc on n'est pas seul, si vous voulez. Mais le focus, c'est l'Iran, c'est la tête du serpent, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, et il faut le plein soutien américain. Et donc, plein soutien américain, il passe aussi par accepter des concessions ailleurs pour qu'ils nous soutiennent sur le reste, à savoir peut-être demain attaquer l'Iran si besoin. Merci 1000 fois Julien Baloul d'avoir été avec nous, ancien porte-parole réserviste de Tzahal, l'armée israélienne, et ancien journaliste télé israélien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup aussi à Philippe Bilger, à François de Rugy, à Éric Renaud, Jean-François, Nicolas, enfin j'ai tous les prénoms. Et les autres. Nicolas Revel, Jean-François Revel, Renaud Revel. Voilà. Et les autres s'appellent comment alors? Les autres? Les miens? Bah oui. Pierre-Adrien, Manon, Sophie. Voilà, une grande famille. Merci en tout cas Éric Revel d'avoir été avec nous. Merci Philippe David. Dans un instant, on va parler automobile avec un invité exceptionnel, Philippe. Oui, Fabrice Camboli, le directeur général de la marque Renault, qui a dévoilé ses chiffres commerciaux mondiaux aujourd'hui et ses projets. On va les décrypter en sa compagnie. À tout de suite.